Il est question de la Moldavie. Ce soir, la Moldavie sera-t-elle la prochaine cible de Moscou en cas de victoire militaire russe en Ukraine? L'actuelle situation en Transnistrie, petite bande de terre séparatiste pro-russe de la Moldavie, suscite les craintes d'un débordement par l'ouest de cette guerre en Ukraine. Avec nous pour en parler, Florent Parmentier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du CEVIPOF, Sciences Po Paris, chercheur associé au Centre de géopolitique HEC, co-auteur du livre La Moldavie à la croisée des mondes, édition Universito. Catherine Durandin, bienvenue à vous également. Vous êtes historienne, professeure émérite à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, spécialiste de la Roumanie et de la Moldavie. Et vous avez d'ailleurs, je le précise, vécu et enseigné à Tiraspol, capitale, si l'on peut dire, de la Transnistrie, en tout cas chef-lieu de ce territoire. Votre livre « Que veut la Russie ?» est publié aux éditions Bourdin. On va d'abord regarder ces images. C'était il y a quelques jours, tir d'artillerie sur le ministère de la Sécurité de Tiraspol, déflagration entendue autour d'un aérodrome militaire à proximité, tout radio endommagé par des explosions, voilà, des dépôts d'armes aussi survolés par des drones en l'espace de quelques jours. On a craint le pire. Maya Sandu, la présidente moldave, a convoqué un conseil de sécurité d'urgence après ces tensions. On l'écoute. Nous condamnons toute provocation et toute tentative d'attirer la République de Moldavie dans des actions qui peuvent mettre en danger la paix dans notre pays. Ces tensions se produisent sur un territoire qui, de facto, n'est pas sous le contrôle des autorités de Chisinau. Mais ce territoire appartient à la République de Moldavie et nos citoyens y vivent. La paix, la défense de la vie et du bien-être de nos citoyens sont nos priorités. Catherine Durandin, quasiment une semaine après, est-ce qu'on sait qui est derrière ces attaques en Transnistrie? Non, juste un petit rectificatif avant, parce que j'aime que les choses soient claires. Je n'ai pas vécu à Tiraspol, j'y ai enseigné, et je n'ai pas vécu à Chisinau, j'y ai travaillé. Oui. Non, parce que ce serait presque un rêve d'avoir vécu à Tiraspol pour en savoir plus, et notamment pour répondre à votre question, qui est derrière ces attentats? Je ne sais pas. Donc, je fais une hypothèse en me disant, ça peut servir qui? Et je me dis que ça peut servir le côté russe. Et pour servir le côté russe, il faut montrer que les citoyens russophones, russophiles russes de Transnistrie sont malmenés. Il y a des risques concernant leur survie. Donc, des attentats. Mais je n'ai aucune précision là-dessus. Mais sur l'une des explosions, on a parlé de tirs en provenance d'Ukraine. Ça voudrait dire qu'il y a des pro-russes côté ukrainien à l'ouest ou... Non, ça veut peut-être dire qu'il y a effectivement 3 hypothèses sur la table. Première hypothèse, l'hypothèse russe, ça vient d'être mentionné. Effectivement, avec 2 questions complémentaires. C'est pourquoi intervenir maintenant depuis la Transnistrie, alors que les buts de premier jour de guerre étaient d'avoir l'ensemble de l'Ukraine. Il aurait été plus rationnel d'attaquer tout de suite si c'était le but. Et surtout, pourquoi faire maintenant? C'est-à-dire, si l'idée c'est d'attaquer Odessa, ce qui semble être le cas de l'armée russe aujourd'hui, est-ce que l'implication de la Transnistrie aujourd'hui fait la différence? On n'est pas sûr. Hypothèse ukrainienne. Ça s'est défendu par les Russes et par les Transnistriens qui expliquent qu'il y a un intérêt pour l'Ukraine de taper tout de suite une zone pro-russe qui n'est pas encore reliée au reste de la Russie et qui permet comme ça, de manière un peu préventive finalement, d'empêcher des troupes russes effectivement de venir sur le territoire ukrainien par l'ouest cette fois-ci plutôt que par l'est. Et puis troisième hypothèse, celle qui est défendue par les autorités moldaves, qui consiste à dire nous sommes à un moment spécifique où il y a des troubles au sein des élites transnistriennes. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ça peut être une partie des élites de sécurité de la Transnistrie très liées au circuit pro-russe, ainsi que la spécialité, enfin les gens qui travaillent notamment dans le gaz, etc. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'une partie des élites transnistriennes ont travaillé depuis des années avec l'Ukraine, qu'Odessa est le principal port. Et donc, on a en quelque sorte, au sein de la Transnistrie, des partisans plutôt en fait, du fait de se retirer ou d'être relativement méfiants par rapport à ce conflit, et d'autres qui souhaiteraient aller soutenir la Russie. Alors, on va s'appuyer sur cette carte que l'on voit, Catherine Durandin. Est-ce qu'on se dirige vers un scénario à l'ukrainienne? Est-ce que c'est possible? Je rappelle que la Moldavie, il y a 2 mois, jour pour jour, le 3 mars, a demandé son adhésion à l'Union européenne. Donc la Moldavie a peur. A-t-elle raison d'avoir peur? Oui. Enfin, oui, je crois que oui, il y a des raisons d'avoir peur. Et je voudrais souligner ici enfin, le caractère très remarquable de la présidente de Moldavie, qui est une femme à poigne, qui est une femme formée et en Moldavie et aux États-Unis et en Europe. Et c'est assez étonnant de voir cette génération des gens de la petite cinquantaine qui maintenant sont vraiment une autre génération. Son environnement, je pense à un de ses ministres, Oleg Serebroyan, qu'on a connu à Paris, qui était ambassadeur à Paris, puis à Berlin. Ce sont des gens qui ont une culture francophone, germanophone, anglophone. Francophone, francophile aussi. Qui sont, oui, et qui sont de dimension internationale. Et c'est pour un petit pays de 2 600 000 habitants,
ça prouve que ce n'est pas une province. Mais la crainte, c'est quoi? C'est que la crainte, c'est qu'ils ne sont pas dans l'OTAN. Ils demandent une adhésion à l'UE. Ils ont comme voisin la Transnistrie. Ils ont les Russes qui aimeraient bien quand même se réinstaller à Odessa ou s'installer à Odessa, qui autrefois était une ville de culture russe, qui est devenue une ville de culture ukrainienne. Mais pourquoi l'idée, quand on regarde la carte, c'est, dit-on, pour la Russie de priver l'Ukraine de sa surface maritime et de faire la jonction c'est une jonction du Donbass jusqu'à la Transnistrie. C'est une jonction géographique superbe. La question est, qui, si cela vient, soutiendrait la Moldavie? Oui. La réponse? Je ne vois pas grand monde. Je ne vois pas qui. Les Roumains sont dans l'OTAN, ils n'interviendront pas. Point d'interrogation. Donc c'est pour moi une crainte réelle et angoissée. Vous partagez ce constat? Il y a tout d'abord une imprévisibilité de la situation. Par rapport à il y a quelques années, effectivement, ou quelques mois même, la situation de la Moldavie est aujourd'hui beaucoup plus inquiétante. D'où l'anxiété, effectivement, qui est sentie localement. Il y a un point particulier de la Moldavie qui est sa neutralité. L'article 11 de la Constitution de 1994 de la Moldavie dit en substance la Moldavie est un État neutre, ce qui a deux conséquences. La première, la Moldavie n'a jamais demandé, depuis 1994, à adhérer à l'OTAN, ce qui est un facteur, effectivement, qui a toujours beaucoup intéressé la Russie, en se demandant, tiens, ils ont peut-être trouvé quelque chose, etc. Alors même que les intérêts, en fait, d'être présents en Moldavie militairement ne sont pas démesurés pour un pays comme la Russie. Le deuxième élément, c'est effectivement pas de troupes russes sur place. C'est l'autre partie, en quelque sorte, l'autre volet, l'autre alinéa de l'article 11 de la Constitution moldave. Donc il y a ce phénomène. La Moldavie s'appuie depuis le début de cette crise, et notamment un autre francophone, Nicu Popescu, qui est au ministère des Affaires étrangères, s'appuie précisément sur ce statut de neutralité pour dire « Ah, attention, on va aller soutenir l'Ukraine autant que faire se peut ». Par exemple, en soutenant dans les instances internationales sur l'accueil des réfugiés. Il faut mentionner ici un mot pour dire qu'il y a aujourd'hui l'équivalent de 4% de la population moldave, à peu près 100 000 personnes ukrainiennes qui sont restées, de réfugiés, qui sont restés en Moldavie aujourd'hui. Mais de l'autre côté, la Moldavie n'a pas souhaité signer les sanctions prévues par l'Union européenne contre la Russie, tout simplement parce que ce serait là probablement vu comme un casus belli que la Moldavie ne souhaite pas effectivement avancer. Ouais. Alors pour celles et ceux qui nous regardent, on a déjà commencé bien entendu depuis des semaines sur TV5 Monde à parler de cette Transnistrie. 500 000 habitants, indépendante autoproclamée depuis 1991, depuis la fin de l'Union soviétique. Quelle langue y parle-t-on? Quelle est la monnaie locale? Est-ce que vous pouvez nous en donner un peu plus concrètement? La Transnistrie, c'est une drôle d'histoire si ça n'était pas triste. C'est un territoire donc peuplé de Russes, d'Ukrainiens, de Bulgares, etc., mais qui est russe, philo-russe et russophone, absolument. C'est un territoire qui a fait sécession en 1991-92, donc de l'autre côté du Dniestr, pour se séparer de la Moldavie. Et il y a eu une guerre qui reprenait d'ailleurs les conflits rouges-blancs des années 1917-1918 autour du Dniestr, entre eux, les rouges et les blancs. Les rouges du côté de Transnistrie, les blancs du côté moldave. Rappelez-nous les rouges et les blancs. Les rouges révolutionnaires dans la mémoire collective, les blancs, les démocrates. La Russie blanche. Donc, voilà. C'est une guerre qui a duré 3 mois. Il y a environ 1000 morts. Mais cette guerre de 1991-92 a laissé une mémoire. Et notamment, il y a à l'entrée de Tiraspol, qui est la capitale, un petit musée profondément émouvant, où il n'y avait jamais personne, avec des photos, on dirait des photos des années 50, parce qu'elles sont jolies, elles sont pauvres, des photos des jeunes gens morts pour la défense de la Transnistrie. Donc il y a cette mémoire, cette il y a un engagement, et un engagement qui est presque rocambolesque. Quand on arrive à Tiraspol, vous êtes accueilli par une énorme statue de Lénine et par un char dirigé, un objet de musée, mais dirigé quand même en direction de la Moldavie. Combien d'habitants, Transnistrie? 500 000, dit-on? À peu près. Alors rappelons que la Moldavie, ça fait la taille de la Belgique. La Transnistrie, c'est quoi? C'est un département français? C'est 450 000 à peu près. C'est plus gros que le Luxembourg, c'est 4 000 km². 500 000 habitants, la monnaie, rouble? Le rouble elle a tout d'un État? Tout sauf la reconnaissance internationale. Et là-dessus, il faut rappeler que la Russie, jusqu'à présent, n'a pas reconnu l'indépendance de la Transnistrie. Pour une raison simple, c'est qu'elle avait un dilemme, et elle a choisi le terme suivant. Soit elle reconnaissait l'indépendance de la Transnistrie, mais risquait de perdre toute influence en Moldavie. Soit elle acceptait le
processus de réunification, réintégration, comme on dit, entre la Moldavie et la Transnistrie. Et à ce moment-là, elle aurait pu espérer garder de l'influence sur l'ensemble du territoire. Et donc, c'est plutôt le second choix lequel la Russie a joué depuis 1992. Mais la Moldavie, après tout, on a le sentiment... La Transnistrie fait partie intégrante de son territoire, officiellement, selon les instances internationales. Mais si la Russie venait à pousser son avantage, vous avez cité Odessa jusqu'à la Transnistrie, en quoi cela poserait un problème pour la Moldavie? Ce serait une question de survie parce que l'armée russe serait à ses portes? Est-ce que ce n'est pas déjà le cas? La Transnistrie est russe. Bon, alors ils n'ont pas reconnu, mais enfin ils sont là. Il y a des groupes extrémistes russes en Transnistrie. J'ai rencontré il y a quelques années un révolutionnaire de type soviétique, M. Dimitri Soin, qui était à la tête d'un groupe pro-russe, qui était un groupe ultra-nationaliste russe, recherché par Interpol. Bon, les Russes, ils sont là, donc ça ne va pas être une découverte pour la Moldavie qu'il y a des Russes de l'autre côté du fleuve. Donc là, ça ne changera rien du tout. Et je ne vois personne en Moldavie qui irait se battre pour récupérer Tiraspol et compagnie. Il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il y a des groupes mafieux, il y a des barons, en quelque sorte, des oligarques qui traitent et qui ont le monopole et sur le sport et sur le reste. Mais je ne vois pas la Moldavie se battre pour faire respecter des frontières qui incluraient la Transnistrie. Il a un pays aussi, disons-le, qui est vraiment dépendant du gaz et de la Russie. D'ailleurs, la Moldavie essaye en ce moment de sortir de cette dépendance. Il y a même une vraie tutelle énergétique russe. Il nous reste une petite minute pour conclure. Oui ou non, selon vous, le scénario, encore une fois, d'une invasion russe de la Moldavie est possible, en tout cas jusqu'en Transnistrie Il y a 3 scénarios. Je vais vous donner celui qui me paraît le plus crédible. Premier scénario, je pense que c'est celui qui pour l'instant se dégage. Il est très compliqué d'imaginer des troupes russes aujourd'hui à Odessa. Le chemin est quand même très long. Ouais, on en est loin. Il faudrait effectivement pour ça que la Russie soit à la frontière pour se poser la question suivante. Est-ce que je prends rien du tout? Je fais juste pression sur la Moldavie. Est-ce que je prends la Transnistrie? Est-ce que je me bats pour Chisinau? Je pense que se battre pour Chisinau n'est pas l'option. Deuxième hypothèse. Prendre la Transnistrie, peut-être, mais c'est pas encore sûr, effectivement. Et la troisième hypothèse serait de ne rien faire. Et ça, on peut l'espérer pour la Moldavie, mais pour l'instant, rien n'est décidé. Merci beaucoup, Florent Parmentier. Merci, Catherine Durandin, pour votre éclairage donc, sur cette question de la Moldavie au 68e jour de guerre en Ukraine, pays voisin.